À l'occasion du 20e anniversaire de mon frère, ma mère a levé son verre. Un toast, dit-elle, à notre garçon un or et à sa sœur qui lui achètera la BMW qu'il mérite. Des éclats de rire ont fusé dans le jardin comme des applaudissements. Mon père a hoché la tête. Mon frère a eu un sourire en coin. Même les voisins ont souri, pensant que c'était une blague. Ce n'en était pas une. J'ai senti la piqûre avant que le verre ne touche la table. Mon poids ralentit. Mon sourire s'est figé. Et pour la première fois, je les ai vus exactement tels qu'ils étaient, beaux, cruels, et certains que je ne riposterai jamais. Ils avaient tort. Car le prochain appel qu'ils ont reçu ne venait pas de moi. Il venait de mon avocat. De la rue, notre maison ressemblait à quelque chose tiré d'une publicité immobilière. Des murs blancs, des haies taillées, un drapeau qui flottait juste comme il fallait au vent. Des étrangers souriaient et disaient « Quelle charmante famille !» Ils ne voyaient pas le silence sous la peinture. Mon père, Jacques Dubois, dirigeait une entreprise de construction et croyait que les gens se brisaient de la même manière que les bâtiments, quand ils cessaient de suivre le plan. Il gérait nos vies comme des plans. Chaque choix mesuré, chaque émotion taillée. Ma mère, Catherine, était la décoratrice de cette illusion. Elle parlait doucement, souriait magnifiquement, et faisait passer la cruauté pour de l'attention. « Je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi, » disait-elle, juste avant de le décider pour moi. Mon frère, Thomas, était le projet en or autour duquel il construisait tout. De sa première coupe de football à sa lettre d'acceptation à l'université, la maison tournait autour de ses victoires. Mon père l'appelait l'héritage du bois. Ma mère l'appelait la raison pour laquelle nous travaillions si dur. Ils n'ont jamais dit ce que j'étais, mais j'ai compris que quelqu'un devait tenir les projecteurs pendant qu'ils se tenaient dedans. Quand mon grand-père, Jean Moreau, est décédé, il m'a laissé quelque chose qui ne correspondait pas à leur plan, un fonds fiduciaire personnel. Ce n'était pas énorme, mais c'était à moi. Libéré seulement quand j'aurais 24 ans ou plutôt si je faisais face à des difficultés. Grand-père m'avait chuchoté une fois, la liberté a besoin d'un plan de secours. Je n'avais pas réalisé à quel point il avait raison. J'avais 19 ans quand j'en ai entendu parler. Mon père a trouvé l'idée inutile. Ma mère a souri finement et a dit, les familles ne gardent pas de secrets. Mais après ce jour, ils ont commencé à me traiter comme un coffre-fort qui pouvait parler. À 22 ans, je terminais mon diplôme en écriture créative et travaillais à temps partiel à la médiathèque municipale. Chaque soir, je rentrais chez moi pour trouver Thomas au comptoir de la cuisine avec des amis bruyants et insouciants. « Jeanne, va nous chercher des chips !» criait-il, et je le faisais sans réfléchir. La paix était plus facile que la confrontation. Mon père admirait sa confiance, même quand elle frôlait l'arrogance. Ma mère l'adorait ouvertement. « Il a le feu de ton père », m'a-t-elle dit un jour. « Et ta patience, ma chérie. » Le mélange parfait. Puis elle a ri doucement comme si c'était un compliment. Après la mort de grand-père, mes parents sont devenus obsédés par l'héritage. Mon père a encadré de vieilles photos de lui serrant la main de fonctionnaires locaux. Ma mère organisait des brunchs caritatifs en son nom. Il ne mentionnait jamais le deuil, seulement l'image. Puis un soir, alors qu'elle arrangeait des fleurs pour un autre événement, ma mère a dit nonchalamment, « Tu sais, Thomas aura bientôt 20 ans. Ce serait tellement significatif si tu utilisais ton fonds pour lui acheter quelque chose de spécial. » J'ai ri, pensant que c'était une blague. Elle non. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une brochure de voiture brillante sur son bureau. BMW série 3, forfait prêt à offrir. Mon nom était griffonné sur un post-it collé à la couverture. Quand je l'ai confrontée, elle a souri comme si j'avais mal compris. Ce n'est qu'une idée, a-t-elle dit, pour l'harmonie familiale. Harmonie. Ce mot flottait dans l'air comme un parfum, doux, suffocant. Au dîner ce soir-là, mon père a de nouveau mentionné la voiture. C'est un symbole, Jeanne. Le succès doit rester dans la famille. Il a posé sa fourchette, le son aigu contre l'assiette. Tu t'en occuperas. C'est ce que font les filles responsables. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin.
Le contrôle dans notre maison n'a jamais eu besoin de cris. Il n'avait besoin que de certitude. Pourtant, je me souvenais de la voix de mon grand-père, des années auparavant, basse et certaine. S'ils te font jamais choisir entre la paix et la dignité, choisis la dignité. La paix bâtie sur l'obéissance n'est pas la paix. C'est une cage. Je ne le savais pas encore, mais la porte de cette cage était sur le point de se fissurer. La nuit du 20e anniversaire de Thomas a semblé mise en scène, comme une pièce qu'ils avaient répétée pendant des mois. Le jardin était illuminé de guirlandes dorées, la table couverte de lin blanc et de flûtes à champagne. Ma mère flottait d'invité en invité, ses perles captant la lumière. Mon père se tenait droit près du barbecue, serrant des mains, l'air du patriarche fier. Je suis restée près du bord de la terrasse, tenant une assiette en carton que je ne voulais pas. Tout le monde connaissait son rôle. Ma mère, l'hôtesse parfaite. Mon père, le pourvoyeur. Mon frère, la star. J'étais le bruit de fond jusqu'à ce que mon nom soit appelé. Jeanne, a dit ma mère, tapant son verre. Un toast. Elle a souri de ce sourire de scène qui signifiait le danger. À notre garçon un or, a-t-elle dit, et à sa sœur, qui lui achètera la BMW qu'il mérite. Pendant une seconde, j'ai cru l'avoir mal entendu, mais le rire qui a suivi m'a dit que non. Les invités ont applaudi. Mon père a hoché la tête. Mon frère a eu un sourire en coin comme si c'était déjà à lui. J'aurais pu en rire, jouer le jeu comme je le faisais toujours. Mais quelque chose en moi a craqué, le genre de rupture silencieuse que l'on n'entend pas avant qu'il ne soit trop tard. Non, ai-je dit, un seul mot. Le son a disparu du monde. Même le vent a semblé s'arrêter. Le sourire de ma mère s'est figé en l'air. Le visage de mon père s'est durci. Excuse-moi, a-t-il dit, son ton tranchant comme un rasoir. Je n'utiliserai pas mon fond pour lui, ai-je répondu. Ma voix ne tremblait pas, même si mes mains le faisaient. C'est à moi. Le silence qui a suivi a semblé vivant, épais et en attente. Puis est venue la main. Ce n'était pas tant une gifle qu'un choc. Un éclair blanc sur ma joue. La foule a halté. La lumière a vacillé. Le verre a glissé de ma main et s'est brisé contre la pierre. Le sourire en coin de mon frère a disparu. Ma mère a sifflé, souri, Jeanne. Tu fais une scène. J'ai souri, mais ce n'était pas celui qu'elle voulait. Plus tard, je me réveillerai sous des lumières fluorescentes, le goût du sang et du métal sur la langue. L'infirmière chuchoterait, vous avez de la chance que ce ne soit pas pire. Elle n'avait aucune idée de ce que « pire » signifiait. Le bourdonnement des néons aux urgences était plus fort que n'importe quelle voix dans ma tête. Je fixais les carreaux blancs du plafond jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Mon visage me faisait mal, mes côtes étaient serrées, et ma main droite tremblait lorsque j'essayais de soulever la tasse d'eau en plastique sur le plateau. Une infirmière prenait des notes sans me regarder. Quand elle l'a enfin fait, elle a dit doucement, « La famille ?» J'ai hésité. Ils ne viendront pas, elle a hoché la tête comme si elle le savait déjà. L'agente Leclerc est arrivée ensuite, son insigne brillant sous la lumière crue. Elle a regardé autour de la petite cabine, les échymoses, le téléphone fêlé sur la table. « Vous sentez-vous en sécurité pour rentrer chez vous ?» a-t-elle demandé. La réponse était non. Mais les mots sont restés dans ma gorge. Quand elle est partie, j'ai retourné mon téléphone. 12 appels manqués de ma mère. Un SMS de Thomas, tu as tout gâché. Je les ai supprimés un par un. Cette nuit-là, lorsque l'infirmière m'a emmenée au bureau des départs, j'ai vu un visage familier qui attendait. Madame Martin, la bibliothécaire âgée avec qui je travaillais. Elle m'a regardé de la même manière qu'elle regardait les livres endommagés, attentive à ne pas me faire sentir brisée. « Oh, ma chérie », a-t-elle dit doucement. « Tu n'es pas obligée de retourner là-bas, tu sais. » J'ai réussi un sourire ou quelque chose d'approchant. Où d'autre irais-je? Elle a glissé une petite carte dans ma main. Il y a de l'aide. Une aide juridique. Des gens qui savent quoi faire quand les familles franchissent des limites qu'elles ne devraient pas. Plus tard, dans sa voiture, elle m'a conduite à un motel bon marché près de l'autoroute.
Elle n'a pas posé de questions. Elle m'a juste tendu son chargeur supplémentaire, m'a dit de me reposer et a promis de passer le matin. Quand elle est partie, le silence m'a semblé lourd mais propre. Pour la première fois depuis des années, personne ne me disait quoi faire. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais tout copié des mois auparavant. Relevé, paiement, virement du fonds fiduciaire de mon grand-père. Je ne savais même pas pourquoi je l'avais fait à l'époque. Juste un instant silencieux qu'un jour j'aurais besoin de preuves. J'ai fait défiler les fichiers, chaque ligne de chiffres brillants, froide et parfaite. Mes parents avaient utilisé mon fonds pour des vacances, des rénovations de maison et des dons qui menaient directement aux comptes commerciaux de mon père. C'était là, la preuve d'un vol enveloppé dans la loyauté familiale. Je me suis souvenu de la voix de grand-père, retenez ferme, la liberté a besoin d'un plan de secours, Jeanne. Garde le tien en sécurité. J'ai ouvert un nouvel email et tapé un nom que je n'avais pas prononcé à voix haute depuis des années. Moreau et associé, l'avocat de mon grand-père. Il était plus de minuit, mais j'ai tout envoyé, les documents, les photos, même les papiers de sortie de l'hôpital. Sous l'objet, j'ai écrit, je pense que mon grand-père s'attendait à cela. Je ne m'attendais pas à une réponse immédiate, mais à 3h17 du matin, mon téléphone s'est allumé. Moreau, vous avez fait ce qu'il fallait. Il y a une clause pour cette situation difficile. Nous agirons vite. Ne rentrez pas chez vous. Pour la première fois depuis la gifle, ma poitrine s'est relâchée. Au lever du soleil, je me tenais devant le motel. L'air était froid, le ciel commençait tout juste à se teinter de bleu. Je regardais les gens aller au travail, tasse de café à la main, leur vie allant de l'avant. J'étais resté bloqué si longtemps que j'avais oublié ce que c'était que d'avancer. Quand Maître Moreau a appelé cet après-midi-là, sa voix était calme, délibérée. Jeanne, j'active la clause de difficulté. Elle vous transfère le contrôle total du fonds fiduciaire et gèle tout accès de vos parents. J'ai serré le téléphone contre mon oreille. C'est légal. C'est ce que votre grand-père voulait. Il a dit qu'il l'avait mise là au cas où vous auriez besoin de protection contre eux. Protection? Le mot a frappé plus fort que la gifle. Le soir, Maître Moreau avait organisé une ordonnance de restriction temporaire. L'agente Leclerc a rappelé, confirmant que les papiers étaient en cours. Vous avez maintenant une fenêtre de sécurité, a-t-elle dit. Utilisez-la. J'ai passé cette nuit dans la salle de bain du motel, lavant le sang de mes cheveux, le regardant tourbillonner dans le siphon. Le miroir montrait quelqu'un de nouveau. Fatigué, oui, mais réveillé. Quand Madame Martin m'a apporté le petit déjeuner le lendemain matin, je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, puis m'a serré la main. Tu fais quelque chose que la plupart des gens n'osent jamais faire, a-t-elle dit. Tu traces une ligne. Cet après-midi-là, j'ai signé le formulaire final. Maître Moreau a envoyé une demande d'exécution d'urgence du contrôle fiduciaire et de protection physique. Ma signature semblait plus ferme que je ne me sentais. Il pensait que m'envoyer aux urgences me briserait. Il n'avait pas réalisé que ce serait l'endroit où j'apprendrais à me reconstruire. J'ai éteint mon téléphone, fermé les stores du motel et chuchoté dans le silence. Cette fois, il ne décide pas de la suite. L'après-midi suivant, la maison du bois avait exactement le même aspect, pelouse impeccable, clôture blanche, un drapeau flottant doucement dans la brise. On n'aurait jamais deviné qu'à l'intérieur, la famille parfaite se démenait pour garder sa version des faits. Depuis la fenêtre du salon, le reflet de Jacques Dubois le regardait dans la vitre. Contrôle des dégâts, a-t-il murmuré. Nous dirons aux gens qu'elle a exagéré, qu'elle est émotionnelle, instable. Catherine se tenait près de la cheminée, serrant un mouchoir dont elle n'avait pas besoin. Et si quelqu'un poste des choses sur la fête, les voisins ont vu? Alors nous le nierons, a coupé Jacques. Notre nom est toujours bon dans cette ville. Thomas faisait défiler son téléphone sur le canapé, la mâchoire serrée. Elle nous a fait passer pour des méchants, papa. Elle reviendra en rampant. Elle le fait toujours. Il avait tort, car à ce moment-là, la sonnette a retenti. Catherine a ajusté son pull,
se composant avant d'ouvrir la porte. Elle s'est figée. Devant elle se tenait Jeanne, le visage calme, les cheveux tirés en arrière, un petit dossier à la main. À côté d'elle se trouvait un homme en costume gris foncé. Maître Moreau. Jeanne, a dit sa mère doucement, presque de manière répétée. Tu aurais dû appeler. Je l'ai fait, a répondu Jeanne. Vous avez raccroché. Jacques est apparu derrière elle, la voix basse et tranchante. Tu as fait parler toute la ville. Comprends-tu seulement ce que tu nous as fait? Jeanne a regardé par-delà lui, balayant du regard le salon, les meubles parfaits, les photos, la vie qu'elle n'avait jamais été autorisée à toucher. Puis elle a posé le dossier sur la table basse en marbre. Maître Moreau a parlé le premier. Monsieur et Madame Dubois, je suis l'avocat de succession de Jean Moreau. Je représente votre fille concernant son fonds fiduciaire. Le rire de Jacques était court et amer. Son fonds. Nous le gérons depuis des années. Puis maintenant, a dit Maître Moreau calmement. Il a ouvert le dossier et a sorti le document estampillé. En vertu de la clause de difficulté du fonds fiduciaire de Monsieur Moreau, le contrôle et la propriété complets ont été transférés à Mademoiselle Jeanne Dubois, avec effet immédiat. Vous n'avez plus accès ni autorité sur les comptes associés. Les mots ont plané dans l'air comme une sentence prononcée. Les mains de Catherine tremblaient. Vous ne pouvez pas juste. Jacques, dit quelque chose? Le visage de Jacques est devenu rouge foncé. C'est ridicule. Vous la manipulez. Maître Moreau n'a pas scié. Toutes les transactions effectuées sans son consentement sont en cours d'examen par le tribunal. L'utilisation abusive des actifs du fonds fiduciaire constitue un abus financier, une infraction grave. Thomas s'est levé brusquement. Tu ne vas pas poursuivre tes propres parents, Jeanne. Jeanne s'est tournée vers lui, sa voix ferme. Tu as utilisé la carte le mois dernier pour tes frais de scolarité. Ce n'était pas à toi non plus. Il a cligné des yeux. Papa a dit que c'était bon. Je sais, a-t-elle dit. C'est ça le problème. Sa mère a essayé un ton différent, doux et larmoyant. Chérie, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Ne nous détruisons pas pour de l'argent. Jeanne l'a regardé, quelque chose d'aigu mais de triste derrière ses yeux. Il n'a jamais été question d'argent. Il s'agit de choix. Vous ne m'avez jamais laissé en avoir un. Maître Moreau a remis un autre document, une ordonnance de restriction signée ce matin-là. Pour votre sécurité, Mademoiselle Dubois vivra séparément. Vous ne devez pas la contacter directement ou par l'intermédiaire de tiers. Catherine est devenue pâle. Jacques a trébuché en arrière dans le fauteuil. Le bruit du papier heurtant la table a résonné dans le silence. Ils sont devenus blancs, pensera plus tard Jeanne. Non pas de choc, mais d'avoir enfin vu la lumière qu'ils avaient toujours essayé de cacher. Tu nous as fait ça, a dit Jacques, la voix tremblante d'une rage qui semblait soudain petite. Jeanne a expiré lentement et calmement. Non, vous vous l'êtes fait à vous-même. Elle a ramassé son dossier, a hoché la tête à Maître Moreau, et s'est tournée vers la porte. Alors qu'elle sortait, la brise a soulevé le bord de ses cheveux. Le soleil était vif, mais chaud, le genre de chaleur qui ne brûlait pas. À l'intérieur, les voix de ses parents montaient colère, déni, peur mais elles s'estompaient. Maître Moreau a tenu la porte ouverte. Ça va, a-t-il demandé. Jeanne a souri faiblement. Pour la première fois, oui. Il a hoché la tête. Vous savez, votre grand-père aurait été fier. Elle a regardé la maison une dernière fois. La façade parfaite brillait au soleil, belle et creuse. Il pensait que je ne riposterais jamais, a-t-elle dit doucement. Mais je n'avais pas besoin de crier. J'avais juste besoin de preuves. Et sur ce, elle a descendu les marches, non pas pour s'éloigner d'eux, mais vers elle-même. Les semaines suivantes ont semblé irréelles, comme si je me réveillais d'un long et intense cauchemar et que j'essayais de m'adapter à la lumière du jour. Mon nouvel appartement rue des Platanes était petit, avec des murs nus et des meubles d'occasion. Mais chaque son à l'intérieur m'appartenait. Pas de pas qui résonnent derrière des portes closes. Pas de voix qui me rappelle de sourire.
Juste le doux murmure de la liberté. Chaque matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux fins et peignait la pièce d'or. Je me préparais un café, m'asseyais près de la fenêtre et respirais l'odeur du pavé trempé de pluie. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti le besoin de me presser nulle part. Il n'y avait plus de rôle à jouer. Les titres de journaux sont apparus et ont disparu. Propriétaire d'entreprise locale sous enquête pour abus de confiance. L'article ne mentionnait jamais de nom, mais tout le monde savait. Jacques Dubois a pris un congé illimité de son entreprise. Catherine s'est retirée de ses clubs sociaux. Thomas a perdu sa bourse après que l'incident ait été rendu public. Maître Moreau m'a envoyé l'avis final une semaine plus tard, confirmant que le fonds fiduciaire était maintenant uniquement à mon nom. Le papier me semblait lourd dans les mains, non pas à cause de l'argent, mais à cause de ce qu'il symbolisait, la foi de mon grand-père enfin accomplie. J'ai pensé appeler Madame Martin pour lui dire que j'étais en sécurité, mais quand j'ai pris le téléphone, j'ai hésité. Certaines personnes vous sauvent simplement en vous montrant la sortie. Vous n'avez pas besoin de les entraîner dans ce qui suit. Au lieu de cela, j'ai ouvert un document vierge sur mon ordinateur portable. En haut, j'ai tapé « Le coup du silence ». L'histoire ne parlait pas seulement d'eux. Elle parlait de moi et de toutes les personnes qui avaient un jour confondu l'obéissance avec la paix. Cette nuit-là, en regardant les lumières de la ville scintiller au-delà de ma fenêtre, j'ai réalisé que je ne détestais plus ma famille. La haine était encore une sorte de lien, et j'étais enfin libre. Pendant des années, j'ai cru que le silence me rendait faible. Maintenant, il résonnait comme une force, le genre qui n'a pas besoin de témoins pour être réel. J'ai fermé mon ordinateur portable, pris une dernière gorgée de café froid, et chuchoté à la pièce vide, c'est ça, la liberté. Ils ont levé leur verre à mon obéissance. Maintenant, je lève le mien à ma liberté. Je ne vis plus dans cette maison, mais parfois, quand le vent change, j'entends encore les échos de cette nuit. Le cri, le verre qui se brise, le moment où j'ai enfin dit non. Ça ne fait plus mal comme avant. Ça me rappelle juste que chaque fin commence par une personne qui décide qu'elle en a assez. Je pensais que reprendre mon fonds fiduciaire était une vengeance. Ce n'en était pas une. C'était une survie. C'était la preuve que la paix peut être plus forte que la douleur si vous arrêtez de vous excuser de la vouloir. Si on vous a déjà dit de vous taire, rappelez-vous que votre silence n'est pas leur propriété. Parlez, marchez, reconstruisez, même si votre voix tremble.